Vous êtes prêts pour un arthroscanner? Vous avez déjà vu ce type d'imagerie? Ok, let's go pour l'arthroscanner. C'est pas un arthroscanner qui a beaucoup d'anomalies en fait, c'est un arthroscanner qui a quelques petites anomalies subtiles et je vais vous les montrer, vous allez me donner votre conclusion, d'accord? Alors là, c'est la rotation externe. Attendez. Je peux mettre la rotation neutre. Est-ce qu'on a une rotation neutre? Ah bah non, on a une rotation interne. Oh bah flûte alors. Bon bah allez, on y va. Je vais vous afficher les... On va pas faire les reconstructions MPR parce que spécifiquement pour cet examen arthroscanner, on peut tout bien voir sur l'axial. Donc on va juste regarder l'axial. Un arthroscanner, normalement, surtout si vous faites un bilan de la coiffe des rotateurs, il faut vraiment faire du MPR, regarder bien dans l'axe des tendons et s'adapter au degré de rotation de l'épaule, parce que si vous n'êtes pas dans l'axe, vous allez raconter des salades. Mais là, pour ce cas en particulier, on va se contenter de l'axial, ce sera plus facile à regarder ensemble, ok? Et je vais vous afficher à gauche, je vais vous afficher la rotation externe et à droite la rotation interne. Alors, allons-y, rotation externe et là, rotation interne. Parfait. Vous voyez la différence? Rotation, ici, on est en rotation externe. La tête humérale pointe vers l'avant, hein, parce que le patient a tourné sa main comme ça et ça expose à l'avant la surface articulaire de la tête humérale. Et de l'autre côté, ici, là, c'est l'inverse. La tête est vers l'arrière, le patient il a sa main comme ça dans le scanner. Ok? Bon. Alors, on va regarder d'abord la rotation externe. Souvent, en fait, on demande plutôt rotation neutre ou une légère rotation externe. Là, on avait un patient qui était bien souple et a vraiment bien joué le jeu. Il a mis sa main comme ça. Honnêtement, c'est pas idéal. Ça aurait été plus facile en rotation neutre. Mais c'est bien quand même. Et surtout, ça force la différence entre les deux rotations qui va nous permettre de remarquer quelque chose d'intéressant. Je vais déjà juste défiler la rotation externe et vous allez la regarder attentivement. Ne vous intéressez pas à la coiffe des rotateurs, ce n'est pas le problème, ce patient n'a pas de problème de la coiffe, d'accord? Il y a eu un jour un accident et on est en train de faire le bilan lésionnel. Est-ce que c'est assez zoomé pour regarder? Je vais voir si je peux zoomer un petit peu pour vous. Non, je peux pas. C'est vraiment pas pratique, hein. On va faire un truc. On va zoomer un peu là-dessus. Voilà. Magnifique, c'est bien zoomé. Allez. Je défile doucement du haut vers le bas, hein. Je vais m'arrêter sur cette image. Est-ce que quelqu'un ici a vu quoi que ce soit d'anormal? C'est dur. C'est pas un cas facile. Quand on n'a pas l'habitude des arthroscanners, c'est des anomalies qui sont subtiles. Vous pouvez y aller, hein, dites-moi n'importe quoi si vous voulez. Je ne vais pas vous manger. N'hésitez pas à mettre votre... Posez des questions aussi. Je peux vous aider peut-être. Vous voulez poser des questions au patient? Je suis le patient. Rupture de la capsule en postérieur, slap lésion. Alors, capsule rompue en postérieur. Voyons ça. La capsule n'est pas rompue, elle est juste bien remplie et un petit peu distendue. Elle est effectivement distendue à l'arrière, tu as raison. C'est quand même un petit peu... oh putain. C'est quand même un petit peu irrégulier à cet endroit-là. On peut se poser des questions, mais il n'y a quand même pas de suite de contraste. Par contre, la capsule est effectivement, elle est assez distendue en arrière. Assez distendue. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a sur TikTok? Je ne vois rien. Hassan, tu dois nous rejoindre sur YouTube. C'est sur YouTube que je stream des images du cas clinique. D'accord? Tu viens sur Dr Kirchner, YouTube. Antoine Kirchner? Docteur Antoine Kirchner? Ouais, Docteur Antoine Kirchner sur YouTube et pouf, tu vas voir les images. Slap, décollement périoste antérieur, fissure labrale, slap. Bon, les gens qui voient des trucs en tout cas. Maintenant, je vais vous l'afficher. Vous n'avez pas vu un élément qui vous permettra de confirmer votre une hypothèse. Je remonte vraiment, on va tout en haut.
Je vais vous aider maintenant. Est-ce que c'est une SLAP? Les SLAP lésions, les SLAP classiques 1, 2, 3, 4, ça désigne un type particulier de lésion labrale qui arrive par un phénomène de traction sur le tendon du long biceps. Le tendon du long biceps, il est là. Vous le voyez ici, là? Ce petit trait-là, il s'accroche là, ici. Et quand il y a une SLAP lésion, il va y avoir un décollement du labrum supérieur. Il faudrait, vous savez quoi, allez, on va faire l'effort, je vais vous le mettre en 3D et vous allez comprendre. On va essayer de le mettre en 3D, allons-y. Est-ce que ouais, c'est toujours bien la rotation externe, c'est bien. Je vais bouger un peu les images ici. On va se concentrer sur l'image du milieu. Et je vais essayer de faire une reconstruction correcte. J'espère juste que ça va bien marcher. Voilà. On va changer un petit peu la fenêtre. Non, ça veut pas? On veut pas changer la fenêtre. Bon bah tant pis, on va pas changer la fenêtre alors, ça veut pas. Voilà. Voilà, on est bien orthogonal à la Glen et je vais vous montrer le donc. Oh, putain, ça va pas marcher. Voilà. Là, vous voyez, on voit bien le labrum supérieur. Je vais déplacer ça, je vais zoomer un peu plus. Je vais enlever ce truc-là d'ici. Voilà. Oh putain. Le 3D, c'est compliqué, hein. Pardonnez-moi, je trouverai une meilleure solution d'affichage la prochaine fois. Et donc, ici, je vais défier les images avec la main gauche et vous montrer avec mon doigt. Qu'est-ce qu'on voit ici? Là, c'est l'attache du long biceps. Déjà, on parlait de SLAP. Sur l'axial, on devine tout au plus, ici, vous voyez là, la toute petite encoche qu'on a là. Ici, là. Attendez que je vous montre avec un pointeur, peut-être. Est-ce que j'ai droit à un pointeur? Bon. Ça marche pas. Oh là là, quel malheur. Là, voilà. Bon, j'ai montré avec mon doigt. Hein. Ici, cette toute petite encoche là, est-ce que vous avez envie d'appeler ça une SLAP? On voit rien et où c'est normal, tu dois venir sur YouTube. Tu dois nous rejoindre sur YouTube pour voir les images du cas clinique. Est-ce que c'est une SLAP ça, ou c'était 77? Exactement, c'est un bête récessus sous-labral. C'est une petite variante anatomique qui est quasi constante. D'accord? Ce patient n'a pas une SLAP classique 1, 2, 3, 4 par traction du long biceps. Alors, il y a les SLAP 5, 6, 7, 8, 9 qui sont des extensions des descriptions des lésions SLAP, surtout si vous avez attaqué le premier chapitre du Coten par ça, vous savez que c'est très aride. C'est pas vraiment des lésions du même mécanisme et elles décrivent finalement des lésions labrales situées à un autre endroit. D'accord? Donc il n'y a pas de SLAP ici, par contre il y a effectivement quelque part une anomalie labrale. Ici, c'est normal d'avoir un petit récessus, on a dit, c'est dans les rayons de 1h à 11h. Donc là, je regarde j'ai réussi à afficher correctement ici en axial. Regardez là-haut, entre 1h et 11h, il n'y a rien de spécial. En avant, là par contre, on pourrait éventuellement avoir... Oui, oui, vous pouvez venir voir si vous voulez, c'est très bien, mais là, ils vont rien voir. Bon, venez sur YouTube, d'accord, si vous voulez bien voir les images. Ici, là, entre 1h et 3h en avant, donc, vous pourriez éventuellement avoir un foramen sous-labral, qui est une autre variante extrêmement fréquente. C'est un petit trou, et du liquide de l'articulation peut aller dans un récessus qui va être situé à la face profonde du sous-scapulaire à cet endroit-là, en traversant le plan capsulo-périosté. Ce n'est pas le cas chez ce patient. Il n'a pas cette variante anatomique. D'accord? Là, ce qu'on voit là, ça c'est autre chose. C'est une petite continuité de récessus sous-coracoïdien, d'accord? Donc le labrum antérieur, il est nickel. Là, il y a un tout petit micro-truc, mais ça compte pas. Voilà, voilà. Et là, on a notre mini récessus sous-labral visible en coupe axiale. Ok? Vous avez bien regardé le labrum antérieur. C'est lui qui peut avoir des variantes. Entre, bon allez, supérieur et antérieur, il peut avoir des variantes. D'accord?
Le labrum postérieur n'a pas de variante. Le labrum postérieur, il doit être nickel, toujours. Bon, après hein, on parle de patient plus âgé, il va avoir un labrum un peu dégénératif, mais le labrum postérieur doit être nickel. Est-ce que chez ce patient, le labrum postérieur est nickel? Dites-moi. Attendez, je me cache et je vous refais défiler les images. On va se remettre en axial, d'accord? C'était plus facile. Ah, c'est une catastrophe d'affichage. Voilà, je me repositionne. Ok, on est pas mal. Regardez bien. Est-ce que vous pensez que le labrum postérieur est absolument nickel? Ou est-ce que vous avez un doute? Vous savez quoi? Je vais vous aider, je vais vous afficher la rotation interne. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, la rotation interne? Elle tire sur le labrum postérieur. Vachement bien pour ça, la rotation interne. C'est à ça qu'elle sert. Elle sert à voir s'il y a du bordel en arrière. Allez hop, on y va. Regardez-moi ça. On rezoome un petit coup. Voilà, on se repositionne bien. On remonte. On retrouve ici notre petit récessus sous-labral. Là, on voit qu'il y a un peu une fuite de contraste ici, parce que le patient a bougé, il y a une fuite de contraste en avant. Ne vous inquiétez pas de ça, c'est pas grave. Ça, c'est la bourse sous-coracoïdienne. C'est peut-être lié au fait que je sois passé par là pour mettre mon produit. Ignorez ça. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on démasque avec la rotation interne là? On démasque une fissure labrale postérieure. Une belle fissure labrale postérieure, parce qu'à partir d'ici, là, vous voyez le tout petit trait blanc qu'on a là, tout ça, c'est pathologique. On a le labrum postéro-supérieur et postérieur qui est pathologique, qui est un décollement partiel. À cet endroit-là, en tout cas, là, c'est partiel de la base d'implantation du labrum sur la glène. Et là, il y a un décollement complet de la base d'implantation du labrum postérieur sur les rayons, donc plutôt de... en fait, à partir quasiment du rayon de 11 heures, hein, rayon de 10 heures à rayon de 7 heures en gros. Et donc, on a une fissure labrale postérieure. Et je vous ai parlé que ce patient, il avait eu un traumatisme. Comment c'est arrivé, à votre avis, cette fissure labrale postérieure? Est-ce que vous avez une hypothèse? Et revenez un peu sur ce qu'a dit, Anna Poli. Je suis désolé, je pourris ton nom chaque fois. Anna Poli Skux 5104. Au début, tu as tiqué sur la taille de la capsule en postérieur, non? Tu as trouvé qu'elle était très grosse, très distendue. Alors là, on ne le voit pas sur la rotation interne parce que tout le contraste est chassé en avant. Mais là, c'est un peu irrégulier, là. Il y a un truc un peu bizarre ici au niveau de la capsule postérieure. Fissure labrale postérieure, luxation postérieure. C'est l'hypothèse de Mansour Hamdan Bella. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est une séquelle de luxation postérieure. Comment est-ce qu'on peut affirmer, juste sur les images, qu'il y a une luxation postérieure? Imaginez, on n'a pas le droit de parler au patient, ou même, je vous le dis, le patient, il ne sait pas, parce qu'il y a eu un traumatisme, d'accord? Il y a eu un choc direct sur son épaule, c'est un impact au rugby. Et lui, il a ressenti un claquement, mais en réalité, il y a eu une subluxation, elle s'est remise en place spontanément, son épaule. Il n'y a pas eu besoin d'une intervention d'un tiers pour remettre l'épaule en place, et certainement pas un ostéopathe d'ailleurs. Et donc, la luxation n'a pas été authentifiée immédiatement au moment du traumatisme. Mais vous pouvez affirmer qu'il y a eu un épisode d'instabilité postérieure par l'association de cette fissure labrale et d'une autre anomalie qui est visible sur ces images. Mais ce serait beaucoup, beaucoup plus facile à voir sur l'IRM. Oui, quoi? Bonjour. Il y a des commentaires? C'est quoi mon métier? Ça, je suis radiologue et je suis en train de regarder des images d'imagerie médicale. On voit rien ici. Ah, pardon. Ok, très bien. Est-ce qu'on a des petits commentaires sur Instagram en attendant? T'en as vu, toi? T'as vu des commentaires sur Instagram? Ok. Je sais pas comment voir les commentaires sur Instagram. Vous avez une idée, les gars, pour Mansour, Lambeau, anomalie de signal type œdème osseux en IRM? Alors oui, mais là on est embêté, on n'a pas l'œdème osseux. Donc, maintenant que tu sais ce que tu cherches, eh bien tu es capable de le trouver. Je vais réafficher les images de rotation neutre et vous allez le voir. Alors, le ligament gléno-huméral inférieur, LGIH, oui, il aurait pu être lésé, mais chez ce patient, ce n'est pas le cas. D'accord? Ça n'a pas été une grosse luxation.
et en tout cas, il n'y a peut-être pas eu une dislocation complète. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment pas envie de me remettre en MPR vu comme c'est compliqué à afficher. Le récessus inférieur, il est correct, il n'est pas anormal. Attendez, je vous réaffiche la rotation externe et là, vous allez être capable de regarder. L'œdème osseux en IRM, il correspond à quoi, Mansour? Allez, je te laisse encore 30 secondes, puis après je donne la réponse. Alors oui, encoche, t'as envie de dire encoche de Malgagne, mais c'est pas vrai, c'est pas l'encoche de Malgagne. L'encoche de Malgagne, elle arrive lors des luxations antérieures, et elle est située au niveau postéro-supérieur de la tête humérale, c'est-à-dire ici. Quand vous cherchez une encoche de Malgagne sur un arthroscanner, ou un scanner tout simplement, imaginons vous n'avez pas de radio, ou c'est une petite encoche qui n'est pas visible en radio, vous allez analyser la forme de la tête humérale en coupe axiale à la partie supérieure, c'est-à-dire à hauteur et au-dessus du plan de la coracoïde, mais jamais en dessous du plan de la coracoïde, n'est-ce pas? Et donc la tête humérale doit être parfaitement sphérique. Et là, c'est le cas. En cas de luxation postérieure, ce n'est pas une encoche de Malgagne, c'est une encoche ou de Hill-Sachs, c'est une encoche de McLaughlin, écrit comme ça, je vais écrire dans le chat. Encoche de McLaughlin, ou reverse Hill-Sachs, effectivement. Et la reverse Hill-Sachs, elle est située où? Elle n'est pas située en miroir en antéro-supérieur, elle est située en antérieur, parce que la luxation postérieure ne se fait pas comme la luxation antérieure. La luxation antérieure, imaginez, ça c'est la glène, ça c'est ma tête humérale. La luxation antérieure, ça se fait vers le bas et vers l'avant, comme ça, paf. La luxation postérieure, ça va pas vers le bas et vers l'avant, ça va vers l'arrière, genre juste comme ça, vers l'arrière. Et donc, l'encoche ne se situe pas au pôle postéro-supérieur, ici, mais il se situe au pôle antérieur, au niveau antérieur, dans le même axe que les lésions labrales. Et donc si on descend au niveau des lésions labrales, bon là c'est un mauvais exemple, elles sont moins bien visibles sur cette image, ça va arriver en antérieur au niveau du milieu de la glène. C'est normal qu'on ne voit pas les images sur le live d'Insta, c'est normal. Eh bien, ce que vous devez chercher, c'est ça, ici. Je vais vous la montrer. Oui, il faut aller voir sur YouTube. C'est ça. Et ici, en fait, vous avez une petite encoche de McLaughlin. Et oui, ce n'est pas un aspect normal. En fait, ici, à la face profonde et un petit peu en dedans de l'insertion du sous-scapulaire sur le tubercule mineur, à cet endroit-là, vous allez avoir cette dépression osseuse. Et cette dépression osseuse, aussi petite et innocente qu'elle en ait l'air, c'est la stigmate, le stigmate d'une impaction osseuse. C'est une petite encoche de McLaughlin. Est-ce qu'on est capable d'évaluer l'intervalle de Hill-Sachs à l'IRM? Je ne suis pas exactement sûr de ce que l'on entend par là, mais si tu veux dire par là la taille de l'encoche pour mesurer si elle est engageante ou non engageante, oui, l'IRM est permet parfaitement de déterminer ça. Le mieux, c'est de faire une séquence en pondération axiale T1 et tu pourras avoir une mesure fiable. Pas aussi précise qu'en scanner, mais oui, tu peux totalement la mesurer. Est-ce que c'était clair pour tout le monde, ce qu'on a expliqué là? Est-ce qu'il vous reste des petites zones d'ombre? En tout cas, voilà, sur ces images, vous devez voir la fissure du labrum et comprendre que c'est une séquelle de luxation, en tout cas le suspecter vu le contexte, et rechercher l'impaction osseuse. Et là, vous l'avez trouvé, il y a une petite impaction osseuse. Beaucoup plus subtile que sur les luxations antérieures, et beaucoup plus subtile en arthroscanner pour les impactions osseuses quand elles sont de petite taille que sur l'IRM, vous allez avoir une large plage d'œdème osseux qui sera située dans cette zone-là, à cet endroit-là. Là. Beaucoup plus facile si vous avez l'œdème osseux, beaucoup plus facile. Voilà, voilà. Juste pour la petite histoire, un décollement partiel du labrum postérieur s'appelle une lésion de Kim. Et c'est des lésions qui sont importantes à décrire pour les chirurgiens parce que elles sont déjà subtiles à voir sur les images. Donc, si vous avez un chirurgien qui peut-être n'a pas autant d'expérience pour la lecture des images d'arthroscanner, il ne sera peut-être pas capable de la voir lui-même. Puis, de toute façon, c'est votre métier de lui faciliter la vie. Mais surtout, s'il ne tire pas sur le labrum, s'il ne teste pas le labrum postérieur en arthroscopie, quand il y a un décollement qui est partiel, comme ce que vous avez sur ces images-là, c'est invisible. D'accord? Il faut absolument qu'il tire, et là, il va voir que le labrum est instable. C'est décrit dans les publications de Kim, qui est un chirurgien orthopédiste, qui a décrit pour la première fois ces décollements partiels du labrum postérieur, facteur favorisant des récidives d'instabilité postérieure. Excuse-moi, c'était quoi la question? Quoi? Où apprendre tout ça, Théo? C'est une excellente question, Théo. Où apprendre tout ça? Je recommande déjà de commencer par 6 ans de tronc commun d'études de médecine, et ensuite il faut faire 5 ans de radiologie. Et il faut aimer l'ostéo-articulaire.
Sinon, si tu es déjà interne en radiologie ou un truc comme ça, il y a des bouquins qui sont très bien, comme Le Coten, qui est la bible de l'imagerie osteoarticulaire, hein, qui explique tout ça très bien. Et puis, il faut bosser beaucoup. Ou alors venir voir ma chaîne YouTube. Voilà, tu viens apprendre tout ça sur ma chaîne YouTube. Est-ce que c'est obligatoire l'arthroscanner ou IRM suffisante? Dans le contexte, l'IRM, en fait, je me suis trompé, j'ai aussi l'IRM de ce patient et j'avais suspecté une lésion du labrum postérieur sur l'IRM et j'avais des stigmates d'œdème osseux, etc., des signes qu'il y avait une luxation postérieure. Et c'est moi qui ai proposé de faire cet arthroscanner pour avoir un bilan plus précis de la lésion labrale, parce qu'on voyait une petite anomalie de signal du labrum sur l'IRM, mais l'arthroscanner permet quand même beaucoup plus de précision. Et vu que le patient a depuis des douleurs persistantes, il y a un projet éventuel de suture de cette fissure labrale, on a fait l'arthroscanner dans le bilan pré-thérapeutique. Mais est-ce que c'est nécessaire dans tous les cas? Non, absolument pas. Allez, on va s'arrêter là sur ce cas clinique. Et vu qu'on s'amuse bien,